Prayet. Aujourd'hui, on va parler d'un film un petit peu particulier puisqu'on a affaire à un film qu'on pourrait appeler un film shake, un film blender, puisqu'il puise vraiment dans plein de réalisateurs différents. On a vraiment l'impression de voir une collaboration entre très nombreux réalisateurs. C'est assez rare, mais pourtant c'est quand même un film original en soi. J'ai nommé Faute d'amour d'Andrei Zvyagintsev. Alors Faute d'amour, pour ceux qui ont une bonne mémoire, c'est le film qui a reçu le prix du jury à Cannes en 2017. Et Andrei Zvyagintsev, c'est le réalisateur de Léviathan, un film de 2014 russe, qui était un petit peu dans la même ambiance, c'est-à-dire que c'était un film très lent qui développait des personnages un peu mystérieux, pas très bavards et tout en intérieur, tout en émotions refoulées. C'était assez étrange, mais c'était vraiment cool. Et nous avons cette semaine son nouveau film, Faute d'amour. Faute d'amour, ça parle de quoi? Faute d'amour, c'est l'histoire d'un couple, donc Genia et Boris, qui sont en train de divorcer assez violemment et leur fils va fuguer. Tout le film va donc tourner autour de cette histoire de fugue et tout le film sera juste une quête pour retrouver l'enfant avec différentes parties, différentes séquences, certaines plus consacrées à Genia, donc la femme, et d'autres plus consacrées à Boris, l'homme. Et ce film est vachement bien. Il est vraiment très cool. Il est super beau, avec des images qui restent en tête. Il est extrêmement bien réalisé au sens où, même si le scénario il tient en 2 pages, on est tout le temps absorbé juste par certains éléments. Par exemple, il y a un motif récurrent dans le film, c'est une vitre avec des gouttes d'eau qui coulent dessus. Et quand on filme la vitre, parfois on voit les petites gouttes d'eau, parfois on voit le fond. Donc on sait que pendant leur quête, il faut soit qu'ils regardent sous leur nez, soit qu'ils regardent au loin, mais qu'ils regardent pas au bon endroit. Et donc pendant tout le film, on a vraiment l'envie de les aider, Genia et Boris, à trouver leur enfant en leur disant mais regardez plus près ou regardez plus loin. Et au final, pas de spoil. Mais il y a plein de petits éléments de réalisation comme ça qui permettent d'alimenter cette histoire qui est pourtant assez simple. Le film a une esthétique toute particulière, c'est-à-dire que, un peu comme les tableaux de Pierre Soulages sont des variations noires, des travaux sur la matière et sur la couleur, là on a un film qui est uniquement créé à base de variations de blanc. Les premiers plans, ce sont des plans sur une forêt enneigée, sur des bois, des canards qui nagent dans le ruisseau presque gelé. Et le plan suivant, c'est un collège tout blanc, un petit peu grisonnant. Et pendant tout le film, on va avoir comme ça des éléments blancs partout, partout, partout. On va être vraiment plongé dans ce tourbillon de blanc, de neige, de, de papier, de tout ce que vous voulez, mais juste du blanc. Parfois il virera au gris, parfois il redeviendra blanc. Et ce film a du blanc partout. Il y a vraiment une sobriété et une unité de couleurs dans ce film. Et c'est le blanc. Blanc, 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 blanc. Partout, partout, partout. Et c'est super beau. C'est super sobre, c'est super calme. Hyper paisible. Et ce calme, cette sobriété, cette sérénité qu'on voit à l'écran, on la ressent aussi par l'intermédiaire de la bande sonore. J'ai compté, dans le film, il n'y a que 5 morceaux de musique, dont 4 de classique et 1 de hard rock. Tout le reste du temps, pendant les dialogues, on a du silence. Pendant des plans, des travelling sur le paysage, des plans extérieurs, des plans intérieurs, tout le temps, on a du silence. Et c'est beau, c'est calme. C'est serein. Et en même temps, c'est hyper violent, c'est-à-dire que ça crée une tension et une pression sur le spectateur qui attend que quelqu'un parle, et non, silence. Attend que quelqu'un
mettre de la musique et non silence. Et ce silence et ce blanc qui sont renforcés par une lenteur extrême. Le film prend son temps, il dure 2 heures, ça se passe en Russie, dans une ville russe avec des bâtiments encore de l'ex-URSS, avec des personnes qui ont une vie normale, hein, simple, qui ont des amants, qui ont un travail dans une grosse entreprise, qui ont des relations. Et il y a une réelle lenteur. Mais c'est pas une lenteur comme dans d'autres cinémas. Là, c'est une lenteur qui, pour captiver le spectateur, va jouer sur des différents rapports rythmiques. Par exemple, on peut avoir une scène pleine de tension, pleine de tension, pleine de tension, pleine de tension, et là, juste un cut avant même que la scène soit finie, en plein milieu d'une phrase, en plein milieu d'un mot, et on passe à une scène suivante qui est beaucoup plus calme. Ou alors on a une scène dans un restaurant où on voit un groupe de personnes qu'on ne connaît pas, qui prennent un selfie. Cut, et paf, on voit une scène de sexe. C'est vraiment, il y a des transitions comme ça entre différents thèmes et différents volumes sonores et différents niveaux de lumière visuels. Ces transitions qui créent vraiment un rythme presque saccadé qui entraîne le spectateur et qui est vraiment poignant. Par l'intermédiaire de ce film, Zvyagintsev dénonce différentes choses, mais la plus évidente est quand même la violence d'une séparation. La rupture dans ce film va créer toute la tension scénaristique, puisque le gamin va fuir après avoir passé toute une soirée à entendre ses parents s'engueuler et dire « de toute façon je n'ai jamais voulu de cet enfant, toi garde-le, non toi garde-le » et à se rejeter un petit peu le poids, le fardeau. Et quand t'as 12 ans, que t'as pas beaucoup d'amis à l'école et que à la maison tout ce qu'on te dit c'est t'es un accident, c'est d'une violence extrême. Et pour cela on peut dire que c'est un film violent, ouais. Et pour dénoncer cette violence familiale, Zvyagintsev va utiliser des acteurs qui sont excellents et il va les faire jouer, non pas jouer, mais vraiment incarner les personnages, hein, c'est-à-dire que les scènes de dispute sont extrêmement agressives et extrêmement réalistes. C'est presque un naturaliste à l'écran, c'est-à-dire qu'il nous montre vraiment la réalité telle qu'elle est. On a vraiment l'impression que c'est pas juste un écran qui est face à nous dans le cinéma, mais c'est une fenêtre qui nous permet de voir une situation dans une maison russe à un moment donné, un moment clé de la relation d'un couple. Cette violence du divorce s'inscrit dans un thème un peu plus large qui est le thème de la famille, puisque c'est un thème récurrent dans le film. On a soit des progressistes qui regardent les parents se battre et divorcer tranquillement en disant laissez vos petites affaires de côté, il y a votre gamin à sauver et c'est plus important. On a des conservateurs qui, eux, vont dire on vous l'avait dit, je pense par exemple au personnage de la belle-mère qui arrête pas d'engueuler sa fille en lui disant je t'avais dit de pas te marier, ou alors au personnage du patron qui est orthodoxe, hein, pratiquant et presque extrémiste, hein, et qui refuse qu'un divorce ait lieu dans son entreprise. Donc ce thème de la famille, hein, qui vraiment domine, hein, tout l'univers du film. Et une autre chose que ce film dénonce, c'est aussi la surutilisation des écrans. C'est-à-dire que la mère, hein, quand son gamin est chez elle, reste sur son téléphone à scroller et juste en regardant genre Instagram ou des conneries comme ça et en ayant la télé en fond sonore. Le père, quand il est chez lui, on le voit dans une scène où il a un bébé, il regarde les infos à la télé,
le bébé veut jouer avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il chope le bébé, il le balance dans son berceau et le bébé se met à pleurer. Il en a rien à faire, il veut absolument voir les infos. Retour sur la mère, Genia qui, avant le sexe, après le sexe, au réveil, dans la rue, dans la voiture, est tout le temps sur son téléphone à scroller, à scroller, à scroller, sans jamais vraiment s'arrêter sur un contenu. On a un autre exemple avec une maîtresse qui prend son téléphone pour dire cette nuit j'ai rêvé que je perdais une dent, quelle est la signification? Et qui regarde les résultats de la recherche. C'est pas quelque chose qui était nécessaire au film. On aurait très bien pu se passer de téléphone portable, ça aurait pu se passer il y a 20 ans, ça aurait été excellent. Mais là, ils ont une place qui est aussi importante que le gamin, presque. Bref, je m'attarde pas trop sur d'autres thématiques puisque c'était les deux thématiques principales et le réalisateur voulait vraiment qu'on s'imprègne, qu'on soit immergé dans ces deux thématiques-là, il les a vraiment développées très longtemps. Donc on va pouvoir passer à cette dernière idée dont je voulais vous parler, qui est cette idée un petit peu de film shake. Alors qu'est-ce que j'entends par ce terme? J'entends qu'en regardant ce film, on a vraiment l'impression de voir un travail de groupe et des références à d'autres réalisateurs tout le temps, que ce soit dans l'image, la composition du plan, l'utilisation de travelling, l'utilisation de telle ou telle couleur, des thématiques ou de la direction d'acteurs. On a l'impression de voir 4 ou 5 réalisateurs différents utiliser la caméra pour tourner ce film. Par exemple, il y a dans ce film, au moins d'un point de vue esthétique, des réels liens avec le cinéma de Wes Anderson. C'est-à-dire qu'il y a de très nombreux plans qui sont d'une régularité sans faille. Je pense justement au premier plan qu'on a sur le collège, où il y a un axe de symétrie au milieu, une colonne de chaque côté de cet axe, et le drapeau au milieu qui flotte et qui fait le seul lien entre les deux côtés de cet axe de symétrie. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans le cinéma de Wes Anderson, avec des plans construits avec rigueur et chaque élément est placé dans le plan de sorte à répondre à un autre élément de l'autre côté de l'image. Et il y a une symétrie comme ça dans le cinéma de Wes Anderson. Et c'est quelque chose qui est un petit peu plus développé que dans le film précédent, Léviathan. Pourtant c'est Mikhail Krichman, donc le même directeur de la photographie. Mais là, on a vraiment l'impression d'avoir à faire un film de Wes Anderson. C'est chouette. Sans la couleur. Et dans le travail des personnages et la direction d'acteurs, on a plutôt l'impression d'avoir à faire un film de Roy Anderson, l'autre. C'est-à-dire que les personnages sont très froids, parlent peu, assez réservés. Ils intériorisent vraiment beaucoup leurs émotions. Je pense par exemple au personnage du père, Boris, qui va tout laisser échapper dans un sanglot final vraiment extrêmement émouvant. Et ce sont des personnages qui sont tristes, qui sont moroses, qui sont mélancoliques, du moins dans leur aspect. Et même ceux qui sont joyeux, même ceux qui font la fête, font l'amour, ont un moment, un passage mélancolique qu'on a l'impression d'avoir vu pendant tout le film en fait. Et ça c'est exactement la même chose que dans le cinéma de Roy Anderson. Et c'est beau, c'est cool. Sur le côté un petit peu abrupt des décors et qui sont un petit peu rudimentaires, on a l'impression d'être dans des films de Lars von Trier. Je pense notamment à un film qui s'appelle La Société, je sais plus. Bref, où ça se passe dans un seul bâtiment de style soviétique. Et là, nous avons que des décors en béton, blanc forcément, ou grisâtre, en béton, en ciment, en goudron. Et ce sont vraiment que ces matériaux-là. On va pas avoir de tuiles, de briques ou de je ne sais quoi.
Ça va vraiment rester que dans le rudimentaire et dans le dur. Vraiment à la film du dogme, quoi. Et enfin, parce que forcément faut que je le place, dans le travail sur la lenteur, on a l'impression d'être dans des films de Jim Jarmusch. Mais pas au sens où ils vont étirer un plan jusqu'à ce que le plan soit épuisé jusqu'au bout. Non, là dans ce film-là, le réalisateur il va plutôt étirer l'histoire en mettant des plans un petit peu plus saccadés justement. Ou alors en utilisant des toutes micro-scènes à l'intérieur des scènes. Par exemple, il y a une scène au restaurant, juste entre Genya et son amant. Et la scène commence avec une femme qui sort des toilettes, qui se fait draguer par un mec. On a tout un travelling qui suit la femme en robe rouge. Puis la caméra va suivre le serveur qui va enfin arriver à la table de Genya et son amant. Et la scène va se conclure justement sur la caméra qui se déplace encore une dernière fois pour aller sur un groupe de filles qui vont finir par faire un selfie. Et juste avant qu'elles prennent leur selfie, il y a un cut très violent auquel on ne s'attendait pas du tout après 2 travelling comme ça assez longs. Et c'est comme ça, il y a une lenteur, mais qui est vraiment saccadée. C'est tout pour le film Faute d'amour. Je vous encourage vraiment à aller le voir au cinéma. On passe un très bon moment. J'ai pas vu les 2 heures passer, j'étais fatigué avant la séance. J'ai pété la forme pendant la séance et je suis refatigué après la séance. Mais c'était 2 heures vraiment envoûtantes et excellentes, de bon cinéma. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien et surtout, allez au cinéma. Ciao.